Alors je commencerai par remercier Françoise Le Toublon pour cette invitation. Rappeler que si elle vient de dire que je suis un peu chez moi quand je suis ici, la réciproque est tout aussi vraie. Et comme vous le savez, Françoise est docteur honoris causa de l'Université de Genève. Donc elle est formellement membre de mon université, ce dont nous nous félicitons évidemment continuellement. Aujourd'hui, j'ai donc quelques demi-heures pour venir vous convaincre que Lycophron mérite d'être lu. Et alors je vais commencer par vous montrer quelque chose qui le situera. C'est une reconstitution d'Alexandrie, à l'époque à peu près où Lycophron était actif à la bibliothèque d'Alexandrie. Vous avez dans le haut de l'image la mer Méditerranée et puis dans le bas le lac Maréotis qui est de l'autre côté, la partie sud d'Alexandrie. Vous reconnaissez le port d'Alexandrie avec son phare dont je peux vous montrer du reste une reconstitution qu'on a faite. Ce qui nous amuse particulièrement en ce moment en Suisse, puisqu'on dit que le phare serait à l'origine de l'architecture du minaret. Et donc, vous avez entendu parler de nos déboires avec les histoires de minarets. Mais donc, c'est pas pour ça que je voulais vous le montrer. C'était pour vous situer un peu la dimension de cette ville. 5 km de long. Celles et ceux d'entre vous qui connaissent Saint-Pétersbourg se rappelle peut-être que la fameuse perspective Nevski mesure 7 km de long. Alors c'est pas tout à fait aussi long que la perspective Nevski, mais c'est une grande ville. C'est une grande ville et c'est à peu près dans un angle du port nord donc que devait se trouver la bibliothèque. On a retrouvé le phare puisque le professeur Jean-Yves Empereur a fouillé sous l'actuelle forteresse qui est construite sur l'ancien phare. Mais par ici se trouve aujourd'hui la bibliothèque, la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie, dont on pense qu'elle est à peu près sur le site de l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie. Et c'est là que Lycophron a travaillé. Lycophron, qui nous est d'abord connu, comme beaucoup, par des articles de ce célèbre lexique byzantin du nom de Souda. Et c'est mon premier exemple. Dans l'exemplier, vous avez l'article de la Souda qui vous dit que Lycophron vient de Chalcis en Eubée, qu'il est fils d'un Soclès, mais qu'il a été adopté par Lycos de Rhégion. Suivent des indications, il est membre de la pléiade de poètes tragiques alexandrins. Et puis il y a des titres, et quand vous lirez l'Alexandra, vous pourrez vous repencher sur cette liste de titres de tragédies, et vous verrez que ces tragédies, il y en a une vingtaine, ne sont pas sans rapport avec les sujets qui sont traités dans le poème appelé Alexandra, lequel est mentionné en fin d'article. La dernière phrase, « Egrapse kaiten kalumenen Alexandran, toskoteinon poiema », il a écrit également ce qu'on appelle l'Alexandra, le poème obscur. Alors, c'est là que nous touchons l'un des mots-clés, puisqu'on a dit de Lycophron que c'était le Mallarmé de l'Antiquité. Ça n'est pas tout à fait exact, puisque Mallarmé dit des choses qui ne peuvent pas être dites autrement. Cependant que la poésie énigmatique de Lycophron est une poésie qui demande à être élucidée. Dès le début, le personnage qui parle, sur lequel on reviendra, demande qu'on trouve les solutions des énigmes. On est un peu dans la perspective dans laquelle Proust fait situer Saint John Perse par un de ses personnages, qui dit en lisant des poèmes d'Alexis Léger, Saint John Perse, « Est-ce que vous êtes sûr que c'est de la poésie? Est-ce que ce ne serait pas plutôt des devinettes ?» Alors c'est un peu entre ces deux choses que navigue la poésie de Lycophron et en particulier le poème Alexandra, seule œuvre complète conservée de lui. À part ça, on a quelques fragments, notamment fragments d'un drame satirique qui a pour sujet le philosophe Ménédème d'Érétrie, puisqu'il a vécu à Chalcis, et que nous savons par la vie de Ménédème de Diogène Laërce que Lycophron était couramment parmi les invités au banquet de Ménédème d'Érétrie. Vous voyez qu'il y a un deuxième article de la Souda qui recoupe le premier, c'est l'article Lycos de Rhégion, où on vous dit en effet que c'est un historien qui est le père de Lycophron, le poète tragique, et qu'il a vécu à l'époque des Diadoques. On nous donne aussi une indication intéressante
Epibouleuthei suppodemetriou tou phalereos, donc il était l'objet de la méchanceté de Démétrios de Phalère, ce qui signifie probablement qu'il faut attendre la mort de Démétrios de Phalère pour que Lycophron soit à Alexandrie, c'est-à-dire 283 avant notre ère. Donc c'est à cette époque-là que dans le paysage que vous avez sous les yeux apparaît Lycophron, lequel n'a pas encore pu tout à fait voir le phare que vous avez sous les yeux, mais qui voyait le genre de choses que vous avez là. Je vous ai tiré de Internet une ancienne copie alexandrine de l'Odyssée, et c'est une copie qu'on date donc, comme vous voyez, 3e, 2e siècle avant notre ère. Alors, à cette époque-là, les Ptolémées, pour fournir leur bibliothèque, avaient divers procédés. Acheter des livres, comme tout le monde, mais ils disposaient d'un autre moyen. Lorsque des bateaux se présentaient à Alexandrie, on allait vérifier si ces bateaux transportaient des livres. Et donc il y a toute une série de livres qu'on appelait les livres apoton ploion, donc les livres des bateaux, les livres des navires. En effet, on confisquait les livres, on en faisait des copies, et généralement on rendait la copie et on gardait l'original. Donc c'était une manière de se fournir. Vous avez ici le reste peut-être d'un de ces livres des navires. Ce sont quelques vers d'un papyrus donc, qui comporte quelques vers du 12e chant de l'Odyssée. Mais si vous essayez de retrouver quelle partie du 12e chant c'est, vous allez être emprunté parce que c'est un papyrus qui comporte des vers supplémentaires. Il y a dans ce tout petit ensemble 8 vers supplémentaires qui ne sont connus par aucun manuscrit. En plus, évidemment, la provenance. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à des papyrus MS, mais c'est donc la collection de M. Scoyen, un nom qui sent le soufre, puisque c'est un collectionneur mystérieux. Cherchez un peu sur Internet, vous verrez, mais il a une collection absolument magnifique, dont il semble qu'il voudrait la vendre. En plus, le papyrus en question est indiqué comme ayant comme pour provenance un collectionneur privé suisse. Je jure devant vous que ce n'est pas moi, mais il a donc acheté à un collectionneur suisse et ça se trouve maintenant dans sa collection, laquelle apparemment n'est visible que sur Internet ou alors par permission spéciale si on est un chercheur qui veut voir telle ou telle pièce. Donc simplement, vous avez sous les yeux quelque chose que quelqu'un comme Lycophron a pu voir. C'est une édition du IIIe siècle de l'Odyssée avec donc encore des vers qui ont disparu par la suite. Alors, venons-en à Lycophron. Il est donc, le cas est simple, si on regarde l'article de la Souda, mais les choses se compliquent à partir du moment où, dans son poème, l'Alexandra, qui est une prophétie de Cassandre, à un moment donné, Cassandre parle des Romains. Et c'est là qu'un scholiaste nous écrit ce que vous avez sous chiffre 2 dans l'exemplier. À partir de là, il parle des Romains et il faut considérer que le poème est d'un autre Lycophron, non de celui qui a écrit la tragédie. Étant en effet un contemporain de Philadelphe, donc le deuxième Ptolémée, il n'aurait pas pu parler des Romains. Alors il y a toute une série de petites difficultés ici. Qu'est-ce que c'est topoiema? Qu'est-ce que c'est tentragoïdiane? Ça n'est absolument pas clair, je ne vais pas entrer dans ces détails, mais juste vous citer ce texte pour vous dire que c'est de là que naît la légende d'un deuxième Lycophron. En effet, si vous allez regarder la vénérable Real Encyclopédie der Altertumswissenschaft, et même si vous regardez son résumé der Kleine Pauli, vous allez trouver 2 Lycophrons, et pas un. Il y en a un qui est l'auteur de l'Alexandra, et l'autre qui est l'auteur tragique alexandrin, membre de la Pléiade. C'est en effet le patron de la Real Encyclopédie lui-même, Konrad Ziegler, qui avait pris ce parti du deuxième Lycophron, et il a donc pu imposer ses vues dans la gestion de son dictionnaire. Il n'est pas certain ni qu'il ait tort ni qu'il ait raison. Il y a eu des gens qui ont essayé de mettre les choses ensemble en disant oui, c'est peut-être le deuxième est un petit-fils du premier, c'est pour ça qu'il porte le même nom. Et pourquoi serait-il nécessairement de la même famille s'ils font le même métier? Ce n'est pas tout à fait indispensable. Je dirais qu'en gros, la dispute
penche en ce moment plutôt vers un seul Lycophron, car il y a trop de choses qu'il faudrait admettre si on veut admettre que c'est quelqu'un qui a écrit au IIe siècle avant notre ère, après la conquête de la Grèce par les Romains, puisqu'il n'est question, comme dit le grand philologue allemand Wilamowitz, dans cette prophétie de Cassandre, il n'est question à aucun moment de rien qui se soit passé au IIIe siècle. Donc on ne peut pas imaginer que, par exemple, il n'ait pas été question des guerres puniques dans un poème qui était prétendument à la gloire des Romains. Donc, vous l'aurez compris, moi je penche pour un seul Lycophron, mais il ne faut jamais être absolu. On peut parfaitement laisser la porte ouverte à la discussion, et peut-être qu'un jour ou l'autre, l'une ou l'un d'entre vous me persuadera que c'est plutôt la solution des deux Lycophrons. Partons sur un Lycophron, et puis regardons ce que contient ce texte. Je vous propose ici de permuter, c'est une erreur de ma part, les chiffres 3 et 4 de votre exemplier. Je vais donc commencer par examiner avec vous la construction générale du texte. Qu'est-ce que ce texte? C'est 1474 vers tragiques, des trimètres iambiques, qui sont dits par un messager. Ce messager est un serviteur qui s'adresse à un roi. C'est ce qu'on voit dans les premiers mots. Et il dit à ce roi, « J'ai entendu la jeune fille prophétiser et je vais te répéter ce qu'elle a dit. Je te le dirai avec exactitude. » À partir du vers 30 jusqu'au vers 1460, le serviteur répète prétendument mot à mot la prophétie de Cassandre, appelée ici Alexandra. Vous remarquerez déjà ce petit détail, il y a de l'érudition dans le choix même du nom de Cassandre, puisque c'est attesté, à Sparte, il y avait un culte de Cassandre sous le nom d'Alexandra. Donc il choisit ce nom-là. Donc déjà, particularité, déjà une énigme dans le titre lui-même. Et alors, on commence par avoir cette adresse au roi, suit la prophétie. Et cette prophétie, elle va viser en quelque sorte une espèce de totalité du monde épique des Grecs. Puisqu'on commence par évidemment avoir la chute de Troie, siège de Troie, prise de Troie, puis on a les nostoi, donc les retours des Grecs qui rentrent chez eux après la conquête de C'est donc les deux grands thèmes de l'épopée, puisqu'on sait par Hésiode qu'il y avait la guerre de Thèbes, la guerre de Troie, donc Troie c'est l'une des grandes matières de l'épopée, et puis l'autre c'est les nostoi. Donc une volonté de totaliser en quelque sorte le passé épique des Grecs. Alors on peut se demander, au fond, ce qui peut pousser un poète à faire cela. D'abord, le choix de la poésie obscure, énigmatique, c'est un choix typiquement alexandrin. Il n'est pas le seul Lycophron à avoir recouru à ce procédé. Si vous avez lu le poème attribué à Théocrite et qui s'appelle la Syrinx, qui dessine sur la page la forme d'une syrinx parce que les vers deviennent de plus en plus courts, vous avez l'instrument sur la page et c'est entièrement énigmatique. C'est du même style que l'Alexandra. C'est un procédé qui permet de condenser l'information et surtout de la condenser à l'intention de gens qui savent déjà de quoi il est question. Donc, si vous pouvez parler énigmatiquement à partir du moment où vous êtes entre vous. Sartre dit dans son essai sur la littérature que si on pouvait écouter la conversation d'un couple marié depuis 30 ans, on n'y comprendrait strictement rien. Parce que ces gens-là, après 30 ans, ils ont un tel code commun entre eux qu'il leur faut quelques mots, peut-être incompréhensibles par d'autres, pour saisir des choses. C'est un exemple extrême. À l'intérieur d'une culture, on a un certain nombre de références. Si devant un francophone vous dites « dans un mois, dans un an », bien, immédiatement la tragédie de Racine vous vient à l'esprit. Ou bien tu l'as voulu, Georges Dandin. Ce sont des choses qui habitent la culture d'une langue. Utiliser l'énigme, c'est utiliser une langue à référence très dense et qui permet justement de s'adresser à ceux qui appartiennent à votre culture. Un peu ce que Mallarmé, peut-être, auquel on revient, appelait les mots de la tribu. Les mots de la tribu. Or, pourquoi fait-on ça à Alexandrie? Eh bien, Alexandrie, c'est un lieu de rencontre. C'est le lieu où se rencontre la culture grecque
d'une part, et puis les cultures locales, les Égyptiens, les Judéens, comme on les appelle, comme les historiens les appellent, qui seront cause de la traduction en grec de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Il y a les Syriens qui sont là, et toutes ces communautés coexistent de manière pas toujours harmonieuse. Il y a des bagarres, il y a des préjugés des uns contre les autres, mais surtout, ils sont amenés par cette coexistence à redéfinir ce qu'est leur culture. C'est l'époque où se constitue, par exemple, le canon de l'Ancien Testament. Et c'est en même temps que du côté grec, on fait les canons, les 10 orateurs, les grands tragiques, les grands comiques. Et Lycophron sera justement chargé de faire le catalogue des comiques et d'étudier et d'éditer les comiques. Non qu'il soit un personnage en lui-même comique, mais la tragédie et l'épopée étaient déjà attribuées quand il est arrivé après la mort de Démétrios de Phalère et on lui a confié la comédie. Il y a de lui un traité sur la comédie dont quelques fragments sont conservés notamment chez Athénée. Alors vous voyez, coexistence des cultures, volonté d'utiliser la culture de son propre milieu pour la condenser sous forme énigmatique, et puis de totaliser aussi cette culture en prenant, à travers le personnage de Cassandre, cette possibilité de prédire ce qui sera la matière de Troie et la matière des Nostoi. La langue, et c'est ici qu'on en vient au numéro 3 de mon exemplier, la langue elle-même est un mélange. Bien entendu, vous avez au départ ce mélange qu'est le parler tragique lui-même. Je ne fais pas ici allusion au fait que les chœurs sont en dialecte pseudo-dorien et le reste dans un autre dialecte. C'est simplement le dialecte utilisé dans les épisodes eux-mêmes. Maillet dit à ce propos que la langue tragique est, comme toutes les langues littéraires, un mélange. Mais chez Lycophron, c'est encore plus accentué. Je vous ai mis quelques exemples. Vous avez donc d'une part cette attique du parler tragique, mais vous avez des éolismes, vous avez des dorismes, vous avez des ionismes. Rappelez-vous comment, dans une idylle de Théocrite, les Syracusaines, une des Syracusaines se plaint de ce qu'on se moque d'elle parce qu'elle parle dorien. Elle dit « j'ai bien le droit de parler dorien puisque je suis doriane ». Donc il y avait aussi cet affrontement à l'intérieur des communautés de différentes provenances du monde de la culture grecque. Et puis alors, c'est ici qu'on passe à l'exemple suivant. Vous avez les mots qui surgissent pour dire ces identités culturelles. Et dans un contexte qui n'est pas malheureusement très irénique, puisque c'est dans le livre des Maccabées de l'Ancien Testament. Je sais qu'aujourd'hui on devrait dire Premier Testament, donc les théologiens ont corrigé Ancien en Premier Testament et Second Testament, mais VT, Vetus Testamentum reste l'abréviation couramment admise. Donc vous avez, j'ai pris deux passages où vous avez le surgissement des mots hellenismos, vie à la manière grecque, vie dans la culture grecque, et judaïsmos, qui est un des opposés, donc la vie à la manière judéenne ou juive, qui se sont affrontés justement à l'occasion de la guerre des Maccabées. Donc les mots surgissent avec le fait, et la définition se fait à travers la constitution de canons littéraires à ce moment-là. Donc vous le voyez, il y a un intérêt pour nous à considérer un intérêt tout à fait contemporain, à considérer un texte comme celui de Lycophron, pris dans ce problème de civilisation, de l'affrontement et de la coexistence des cultures. Nous sommes en train de vivre au niveau planétaire ce qui était vécu dans l'Alexandrie de l'époque des Ptolémées à petite échelle. Et nous avons en quelque sorte, avec l'Alexandrie des Ptolémées, une espèce de laboratoire qui nous permet de voir en petit ce qui nous arrive en grand. Et donc peut-être d'en tirer quelques conséquences ou quelques observations qui pourraient bien être valables aujourd'hui. C'est donc une des premières raisons de s'intéresser à Lycophron. Mais pourquoi faire une nouvelle édition de Lycophron? Je commencerai par vous indiquer 3 raisons qui peuvent valoir au fond pour n'importe quel texte. Et je les prends ailleurs que chez Lycophron. Je vous cite d'abord une petite maxime de Marc Aurèle, dans son livre Procès Auton,
livre 7, Maxime 64, à propos de toute douleur, tiens présent que ce n'est pas quelque chose de honteux et que cela n'avilit pas la pensée qui te gouverne. Donc la douleur n'est pas avilissante, elle ne transforme pas la pensée qui nous gouverne. Suit la phrase suivante. En effet, cette pensée, donc il ne la détruit pas, cette pensée, ni en tant qu'elle est discursive, ni en tant qu'elle est commune, c'est-à-dire permettant la communication. Katho logike, katho koinonike. Mais, regardez la paracritique. Vous voyez que le texte du Vaticanus du XIVe siècle porte catholique, pas cathologike, catholique. Elle n'est pas catholique. Et qui est le philologue qui corrige et qui retrouve la forme originale? C'est Casaubon. Non Isaac Casaubon, mais son fils Méric. Mais les Casaubon, ce sont des protestants genevois. Donc, bien entendu, Casaubon Isaac, le grand, celui qui est admiré par Sainte-Beuve en particulier, celui qui a fait le commentaire des caractères de Théophraste sur lequel s'est appuyé La Bruyère pour écrire ses propres caractères, eh bien, Casaubon est né à Genève en 1559, et puis il a été conseiller du roi Henri IV, et puis il a été conseiller du roi Jacques Ier d'Angleterre, mais il est resté un protestant convaincu. Il fallait un regard protestant, en quelque sorte, pour repérer ce mot catholique et se dire, mais ça ne veut rien dire avec catholique. On est obligé de rétablir le parallélisme katho-koinonike, katho-logike. Autrement dit, nous sommes pris, les philologues comme les autres, dans une épaisseur culturelle qui est celle de notre temps et qu'on pourrait comparer en astronomie à l'épaisseur de l'atmosphère qui nous sépare du vide intersidéral. Alors dans le vide intersidéral, on peut envoyer le télescope Hubble, n'est-ce pas? Et puis à ce moment-là, on n'est plus tributaire de la couche d'atmosphère terrestre. Nous n'avons malheureusement pas l'équivalent d'un Hubble pour nous détacher de l'environnement culturel dans lequel nous sommes. Et à tout moment, quand on relit des textes anciens ou quand on refait l'édition, sans qu'on s'en rende compte, on est tributaire de données qui sont celles de notre culture. Vous voyez ici un point de rupture avec Casaubon. Il y en a eu d'autres, et cette fois-ci, je prends mon exemple avec Lycophron, l'éditeur allemand Scher, qui a fait des travaux magnifiques sur Lycophron, qui a notamment classé les manuscrits qu'il avait à son époque, eh bien, lui était tributaire d'une vision du grec attique telle qu'il a corrigé le texte de Lycophron en enlevant tout ce qui n'était pas attique. Donc il n'a pas vu la visée qui était celle de faire coexister ces dialectes dans le poème. Il a tout aligné sur de l'attique strict, ce qui fait que son édition en tant que telle est devenue inutilisable. Mais ses travaux, par ailleurs, continuent d'être indispensables pour Lycophron. Deuxième raison, beaucoup plus, je dirais, positive, c'est qu'on découvre de nouvelles variantes d'un texte qu'on croit connaître. Soit l'exemple qui est cité par Martin West dans son livre sur les éditions critiques, dans l'Hippolyte d'Euripide, vers 99 à 101, on a un dialogue du serviteur Thérapone et d'Hippolyte. Le serviteur est inquiet de voir son maître Hippolyte ne pas vouloir vénérer la déesse Aphrodite. Et alors il lui dit « Comment peux-tu être, toi, pieux, alors que tu ne t'adresses pas à la déesse ?» Et puis comme c'est une stichomitie, il est interrompu. Hippolyte lui dit « Laquelle ? Attention que ta bouche ne commette pas d'erreur. » Et le serviteur répond « Celle-ci qui se trouve à ta porte, Cypris. » Autrement dit, on a un texte qui joue parfaitement du point de vue métrique, du point de vue du sens, mais qui pose quand même un petit problème dramatique. Hippolyte lui dit « Attention à ce que tu vas dire », et puis voilà qu'immédiatement il désobéit. Il nomme Cypris alors qu'il vient de lui dire « Attention à ce que tu vas dire ». Or, nous avons un papyrus de la Sorbonne qui date du IIIe siècle avant notre ère, donc relativement peu après la rédaction de la tragédie,
et sur lequel on lit très nettement Pélas. He pulaisisais ephesteken Pélas. Dans cette manière de dire, celle qui est là tout près de toi, le serviteur réussit à attirer l'attention d'Hippolyte sans enfreindre l'ordre. Il lui montre la statue, il ne la nomme pas. Comment Kypris est-il entré dans le texte? Eh bien, on voit très bien, c'est une glose interlinéaire, n'est-ce pas? Quelqu'un a voulu dire que la déesse en question, c'était Cypris. Et puis la glose est tombée dans le texte. C'est une chose qui est extrêmement fréquente et à quoi les éditeurs doivent être extrêmement attentifs. Cette manière de l'explication du texte qui devient le texte. C'est ce qui s'est passé. Néanmoins, M. Dougal, qui a fait la superbe édition d'Oxford et des tragédies d'Euripide, eh bien, il a gardé Kypris dans le texte et il a mis Pélas dans la paracritique, alors qu'on avait avec Pélas un texte plus proche de l'original et qui dramatiquement se justifiait mieux. Enfin, dernière raison, dernière des trois raisons, parce qu'il y en a peut-être bien d'autres, mais les trois que je veux mettre en avant ici, dernière de ces trois raisons, c'est de nouvelles interprétations qui nous amènent à revoir la vision qu'on a d'un texte critique. Alors ici, je prends l'exemple du début de l'Iliade, tout simplement, où vous avez, à un moment donné, dans les textes, « Autus de heloria teuchecunessi, oionoisite passi », donc leur corps, le corps de ces héros, hein, la colère d'Achille en a fait une proie pour les chiens et pour tous les oiseaux. Et puis, on a une variante d'Aïta, qui est de Zénodote, et que l'on connaît par Athénée. Voici en effet ce qui est dit. Le poète, Hopoietes, c'est Homère donc, le poète n'utilise le mot daïs que pour les hommes, strictement pour les hommes, mais pas pour les animaux. C'est parce qu'il ignorait le sens de ce mot que Zénodote, dans son édition, dans l'édition qui suit ses principes, a écrit Autus de heloria teuchecunessi oionoisite daïta. Bien, ça c'est les données. Maintenant, nouveauté d'interprétation, nous avons le structuralisme dans la critique littéraire. En gros, je fais vite, Roland Barthes écrit un essai remarquable qui s'appelle « Par où commencer ?» et qu'il avait, si je me rappelle bien, écrit pour le premier numéro de la revue Telle Quelle. Et dans cet essai, il dit au fond, pour comprendre le sens d'un texte, il faut souvent comparer le début et la fin pour voir quel a été le trajet du texte. Et si on met côte à côte le début et la fin, on voit quel a été le trajet suivi. Si vous appliquez ça à l'Iliade, vous avez un début où c'est Ménis, c'est la bataille, la dispute. Tout le monde se dispute, les dieux se disputent, les hommes se disputent entre eux, les Grecs se disputent entre eux. À la fin, même sur l'Olympe, on a de la peine à ramener la paix, mais c'est la dispute totale. À la fin, au 24e chant, vous avez les funérailles d'Hector. Les funérailles d'Hector, c'est la raison de l'accord provisoire, fragile, mais tout le monde est d'accord. On arrête, on interrompt les opérations de guerre, on fait la paix, une trêve pour un moment, tout le monde se retrouve autour d'un même sentiment, c'est donc l'exact inverse. Donc il y a une espèce de permutation des valeurs qu'on observe si on met côte à côte le début et la fin de l'Iliade. Dans cet esprit-là, on pourrait considérer qu'il est beaucoup plus correct de mettre daïta, puisque d'habitude, c'est un mot qu'on utilise pour les humains, mais qu'au début, on est dans le chaos total et que donc, on peut même appliquer à des animaux un mot qui, d'ordinaire, désigne le repas des humains. D'où, peut-être, Zénodote n'a-t-il pas aussi tort que ce que Athénée fait dire à son personnage, et il y a bien des éditions maintenant qui prennent daïta à la place de passi. Donc, prenons ces raisons que nous avons d'entreprendre une nouvelle édition et considérons tout d'abord le cas des nouveaux documents. Et bien entendu, le cas de l'épaisseur culturelle, vous l'aurez remarqué, c'est déjà dans le fait que nous ne sommes plus comme Cher, par exemple, dans l'idée qu'il y a une grammaire grecque absolue et qu'il faut aligner.
mais que nous sommes revenus à l'idée d'essayer plutôt d'aller chercher chez les Alexandrins si oui ou non il y a variété lexicale, il y a variété. Donc, conservons-la dans le texte. Maintenant, nouveau document, je vais prendre deux papyri, qui sont des papyrus d'Oxyrhynque, et vous avez les numéros. Vous savez que vous pouvez les trouver sur Internet, hein. Vous tapez Oxyrhynchus papyri sur Google et puis ça vous donne le site et vous pouvez visualiser les papyrus. Bon, alors, c'est des papyrus qui sont conservés à l'Ashmolean Museum à Oxford, où j'ai pu les voir. On m'a très aimablement mis tout ça sur une table et j'ai pu les voir en réalité. Mais vous voyez que c'est pas mal non plus de travailler sur la base de ces images. Nous allons en regarder quelques détails. Voici le premier détail sur lequel je vais attirer votre attention, c'est ce petit fragment en haut à gauche que je vous montre ici de manière plus précise. De quoi s'agit-il? On est au vers 588 et déjà Cassandre est en train de prophétiser les retours malheureux des guerriers grecs qui ont pris Troie. Ici, on est dans la liste de ceux des 5 qui vont s'établir à Chypre. Et nous avions dans le texte, vous avez ça sous l'exemple 4, vers 588, Pemptoi, Tetartoi, Gaian, Hiksontai, Théas. Donc, 5e et 4e, ils arriveront dans la terre de la déesse, donc chez Aphrodite, hein, à Chypre. Remarquez déjà ce Pemptoi, Tetartoi, hein, on permute l'ordre des nombres. Peut-être que derrière Pemptoi, il y a l'idée de Pempein aussi, hein, pas seulement 5, mais l'idée d'être expédié là. Mais notre papyrus, vous voyez, a une petite précision ici, c'est pas Gaian, mais c'est Pemptoi tetartoi aian hiksontai theas. Donc, les 5e et 4e arriveront à la terre d'Eu. Bien. Dieu, c'est absolument pas renversant comme variante. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, à partir d'un texte où il y a un mot épique à l'intérieur d'un monologue tragique, eh bien, on a aligné à un moment donné ce t'ayan sur Gaian. Visuellement, c'est tentant. Et c'est une lectio facilior, comme on dit. Hein. Donc, on revient avec ce papyrus à une lectio difficilior, qui nous permet de rétablir ce qui était le texte et qui, vous voyez, va dans le sens justement de cette variété lexicale, utilisation de dialectes différents et notamment du vocabulaire de l'épopée. J'attire votre attention sur un autre passage. Ici, je n'ai pas fait de grossissement, mais vous avez le texte sous les yeux au vers 935. C'est une affaire un peu plus compliquée. On est ici un peu dans le domaine d'où notre défunt collègue Rudart disait un mythe grec ne peut pas commencer par « il était une fois un roi et une reine ». Dans un mythe grec, chaque personnage a sa fiche signalétique, il est le fils de quelqu'un, le cousin de quelqu'un, il est déjà pris dans un réseau. Et ici, c'est une affaire comme ça. De quoi est-il question? Il est question de Épéios, le retour malheureux de Épéios, qui était le constructeur du cheval de Troie. Le constructeur du cheval de Troie, c'est un lâche. Pourquoi est-il lâche? Eh bien, il paye pour son père, Panopéus. Qu'a fait son père Panopéus? Son père Panopéus a accompagné Amphitryon dans la fameuse expédition contre les Téléboéens pour aller chercher les bœufs qui avaient été volés et donc venger ainsi Électryon et obtenir la main d'Alcmène. Bien. Alors il faut tout ce contexte pour comprendre ce qui se passe. On nous dit effectivement que Panopéus a juré, à un moment donné, il a en effet juré qu'il n'avait pas pris une partie du butin, et puis il l'avait en fait pris. Mais il avait participé à cette guerre, pour favoriser la rencontre des amoureux. Et ici, les scolies nous disent deux choses. Ces amoureux, c'est Amphitryon et Alcmène. Non, disent les autres. C'est Amphitryon et Comaïto. Comaïto, qui est la fille du roi Ptérélas,
Et là, de nouveau, on tombe dans le filet. Ptérélas, c'est ce roi qui avait un cheveu en or. Et Comaïto tombe amoureuse d'Amphitryon. C'est qu'il est joli garçon, l'assassin de papa. Hein. Vous connaissez cette manière de caricaturer Chimène. Elle tombe amoureuse d'Amphitryon. Elle enlève le cheveu d'or de son père et ainsi la ville de Ptérélas est prise. Je vous lis le passage un peu plus en prenant un petit peu plus de texte avant et après. Voilà ce que ça donne, je vous le lis en français. Payant le prix du parjure paternel, donc Épéios paye le prix du parjure de Panopéus, pour des troupeaux conquis à la guerre, malheur, les tours de Comaïto renversés par l'armée, pour que s'accomplisse l'union des amoureux. Il avait eu le front de jurer, etc. L'union des amoureux. Alors, est-ce que c'est Comaïto ou est-ce que c'est Alcmène? Il faut choisir. Ça ne peut pas être les deux dans ce cas-là. Il y a des cas où on peut se demander, chez Lycophron, en effet, s'il n'a pas voulu que la confusion soit possible. Alors ici, il y a ceux qui disent, puisque Comaïto est mentionné, c'est nettement l'histoire d'amour entre Comaïto et Amphitryon, et pas l'histoire d'amour entre Amphitryon et Alcmène. D'autres disent, mais non, Comaïto, elle est mentionnée juste à cause des tours, et donc pour rappeler qu'elle a été complice de la prise de la ville. Mais en fait, ce sont les amoureux, c'est Alcmène et Amphitryon. Si vous regardez le texte du papyrus, vous voyez que ce qu'on a, c'est stergoxunaïmon. Donc, ceux qui s'aiment en étant de même sang, à cause donc de la rencontre des amoureux du même sang. Alors, est-ce que Alcmène et Amphitryon sont du même sang? Réponse oui, puisque vous le rappelez, je n'ai pas besoin de vous faire la démonstration, Amphitryon n'est autre que l'oncle d'Alcmène. Ça se faisait beaucoup d'épouser sa nièce, dans la société athénienne aussi en particulier. Donc, il est son oncle. Et disent les défenseurs maintenant de cette nouvelle version qu'on a dans le papyrus d'Oxyrhynque, ça correspond en plus à cette période de l'histoire d'Alexandrie où il y avait sur le trône Ptolémée Philadelphe et sa sœur Arsinoé, stergoxunaïmon, n'est-ce pas? Donc l'amour dans la même famille, à la manière des pharaons, comme l'ont pratiqué les Ptolémées. Alors voilà, vous avez cet argument-là. Moi, je l'ai mis dans les notes, mais je ne m'y suis pas rendu. Peut-être parce que j'ai tort, tout simplement. Mais je vais vous dire pourquoi. Il y a une espèce de truc que Lycophron utilise, une structure poétique qu'il utilise dès le début. On va la repérer quand on lira tout à l'heure les premiers vers de la prophétie de Cassandre elle-même. Il commence toujours par une énigme qui est simple et que vous comprenez facilement, et ensuite il lui accroche une autre énigme, mais vous avez besoin de la première comme porte d'entrée de la deuxième. Et c'est le cas ici avec Comaïto. Vous avez Comaïto, donc vous êtes dans le contexte de la guerre contre Ptérélas, guerre contre les Télébéens. Puis vous avez l'histoire de la rencontre des amoureux, et comme par hasard, cette rencontre n'est justement pas celle à laquelle tout le monde pense, c'est comme par hasard l'autre. Et ça, c'est typiquement de la poétique lycophronienne. Vous le voyez, le nouveau document, tout seul, ne convainc pas toujours tout le monde. Alors je ne dis pas que c'est moi qui ai raison et les autres qui ont tort, mais je dis qu'il y a des raisons des deux côtés et qu'on peut arguer du fait que la manière poétique de Lycophron, elle est plutôt du côté de l'union avec Comaïto, Amphitryon avec Comaïto. Donc c'est une fois où, comme on l'a déjà dit souvent, l'encre du papyrus n'est pas magique. C'est pas parce que c'est un papyrus ancien qu'il aura nécessairement un texte plus juste. Remarquez du reste que ici, le copiste a hésité, puisqu'il a mis aimon dans le texte et eunon en variante interlinéaire. Donc, stergoxunéunon était quand même une version du texte qui lui était bien présente à l'esprit. Dernier exemple de papyrus, cette fois-ci un papyrus un peu plus récent, 1er, 2e siècle, plus récent dans sa publication. Vous voyez qu'il a été publié dans les dernières années du XXe siècle.
il faut dire qu'il y a eu une explosion d'intérêt autour de l'Icofront, et surtout en France, hein, avec les travaux notamment de Christophe Cusset et de son équipe, qui a fait que tout à coup, les éditeurs d'Oxyrhynque, qui avaient à l'époque encore pour 50 ans de papyrus devant eux à publier, ont sorti aimablement les papyrus de l'Icofront pour qu'on les ait au moment où l'intérêt se manifestait pour l'Icofront. Alors voilà un autre passage qui, heureusement, comme vous le verrez, est un peu moins compliqué sur le plan de son explication. Il s'agit du retour des compagnons de Diomède. Ces compagnons sont transformés en oiseaux et vivent sur les îles Diomède, aujourd'hui les Isole Tremiti, donc dans l'Adriatique. Et on avait dans le texte, vous voyez, Theatromorphoi prosclitei geolophoi. Ils vivent là sur une colline qui a les apparences d'un théâtre. Mais on était un peu gêné par cette utilisation de geolophoi accordée avec clitei et puis double adjectif theatromorphoi geolophoi. Et voilà que sur ce papyrus, on a une variante. Vous voyez que ça s'est passé en plusieurs étapes. Le copiste a commencé par écrire geolophone. Et puis il l'a barré. Puis ensuite il a écrit geolophoi et ensuite il a mis le signe qui indiquait geolophone. Geolophone, ça nous donne une variante qui est donc préférable puisque à ce moment-là, le mot reprend sa valeur substantive et c'est donc, on n'a plus deux adjectifs et on a l'usage plus habituel de geolophos. Le sens, de nouveau, n'en est pas altéré, mais la forme devient meilleure. Donc, vous voyez qu'entre les variantes nouvelles qui nous proposent des changements d'interprétation et celles qui simplement nous permettent d'améliorer la forme, il y a déjà de quoi faire dans les papyrus. Mais les papyrus ne sont au fond que nos plus anciens manuscrits, qui ont ceci de particulier, qui sont plus près de la main de l'auteur, et puis surtout, malheureusement pour nous, qui sont extrêmement abîmés et fragmentaires. On a donc un plus grand nombre de papyrus maintenant depuis quelques années pour l'Icofront, mais ça n'en fait quand même pas beaucoup. En revanche, il n'en va pas de même pour les manuscrits médiévaux. En effet, dans l'histoire de l'Icofront, que je n'ai pas le temps de vous déballer ici, mais on voit que l'Icofront a été utilisé, c'est entre autres Lucien qui le déteste, hein, Lucien de Samosate, il était utilisé dans les écoles comme exercice de virtuosité mythologique, hein, et on verra tout à l'heure pourquoi, comment on pouvait s'en servir comme exercice de virtuosité mythologique. Du fait que le texte était difficile, obscur, contenait beaucoup d'informations, il a été recopié pour des usages scolaires et universitaires. Et il a été probablement recopié avec grand soin, puisque Scheer, sur la base de 40 manuscrits, a pu établir deux familles de manuscrits. Donc il y a eu deux éditions qui ont différé dans l'Antiquité sur très peu de choses. J'ai pu mettre face à face dans mon introduction les quelques différences qui subsistent entre les deux familles. Et puis surtout, grâce aux moyens modernes que nous avons, donc le fameux site que je vous indique ici, Pinakes IRHT, c'est donc l'Institut de recherche sur l'histoire des textes qui se trouve à Paris, Institut du CNRS, vous pouvez maintenant repérer les listes de manuscrits. À l'époque, je n'avais pas encore ça sous la main, mais j'avais Pontifical Institute of Medieval Studies de Toronto, et c'est eux qui ont maintenant passé leur documentation à l'Institut de Paris. Mais moi, j'avais travaillé avec leur microfiche, et il y avait donc 136 manuscrits. Il a fallu dépouiller ces 136 manuscrits pour s'apercevoir que sur la base des 40 qu'il avait, Scheer avait bien vu juste. Il n'y a pas une nouvelle famille qui ressort des manuscrits supplémentaires qui sont venus s'additionner. Autrement dit, si on voulait pousser jusqu'au bout la rigueur germanique et faire un stemma, ce stemma serait simple. Il y aurait tout simplement l'original supposé, les deux hyparchétypes, hein, la famille A, la famille B, et puis vous auriez les autres, surtout qu'à partir d'un moment, les copistes ont eu des manuscrits des deux familles et se sont mis à les contaminer. Donc on a des manuscrits qui sont à cheval sur les deux, bien entendu, ce qui rend pratiquement impossible de dire celui-là a été copié sur celui-ci sur celui-là, comme on devrait pouvoir le faire dans un stemma. Alors, si on regarde maintenant ces manuscrits, répartis donc en deux familles,
qu'est-ce qu'un nouvel examen peut faire apparaître? Alors, je vais prendre 3 cas. Je vais prendre un cas où il faut choisir, un cas où il faut corriger, et le dernier cas, c'est le cas où je me suis permis cette chose absolument folle de réécrire un vers de Lycophron. Ça, c'est vraiment de la présomption de la part d'un philologue, mais c'est purement à titre d'exemple, comme j'essaierai de m'en disculper devant vous tout à l'heure. Alors, prenons le premier cas. C'est tout simplement les premiers vers. Lexo tapanta netrekos am historeis arches apacres. Je te dirai tout avec exactitude, tout ce que tu me demandes depuis l'extrême début. Si vous regardez la paracritique, vous voyez que akras, c'est la variante qu'on a dans 2 des manuscrits anciens, notamment le manuscrit A, qui est le manuscrit 476 de Venise, 476 pardon, de Venise, et puis le manuscrit B, qui est le Coislinianus 345, qui se trouve à Paris, à la Bibliothèque nationale, et qui est le plus ancien manuscrit. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on ne choisit pas la forme qui se trouve dans les manuscrits de la catégorie A? Pourquoi préférer la catégorie B dans ce cas-là? Eh bien, vous voyez, si vous regardez les attestations, donc l'apparat qui vous donne les testimonia, vous voyez que arches ap acres est cité comme une forme proverbiale dans un roman byzantin d'Eustate Macrambolite, à ne pas confondre avec Eustate, le commentateur d'Homère. Ce roman a été traduit récemment dans la collection La Roue à livres sous le titre de Les Amours jumelles, ou une chose comme ça, puisque c'est Husminia. Alors, ça a passé en proverbe. Et d'autres attestations encore montrent que cette expression avait passé en proverbe à partir du texte de Lycophron. En plus, vous avez des homoïotéleutes, arches, apacres. En plus, vous avez une forme qui est ionienne à la place de la forme attique. Donc, un certain nombre de critères lycophroniens vous amène à choisir acres par la sonorité, la variété lexicale, et puis surtout, dans les témoignages, le fait que ça a passé en proverbe. Probablement donc que la première famille dérive de copistes qui étaient plus pointilleux sur la forme attique et qui ont voulu rétablir la forme attique à cet endroit-là. Deuxième exemple, c'est un exemple dans lequel on est obligé d'intervenir. En effet, si vous regardez le texte des manuscrits, dans ce cas-là, je vous ai mis en gras l'objet du litige. De quoi s'agit-il? Alors, je vous situe d'abord le passage. Lorsque Cassandre arrive au bout des retours malheureux des Grecs, elle donne comme pendant la fondation de Rome. Et c'est ça qui avait choqué le scoliaste qui a dit « il ne peut pas parler de Rome ». Depuis lors, on a revu la chose dans le triangle Rome, Alexandrie, Carthage. Les Alexandrins avaient tout avantage à s'allier aux Romains pour contrer l'influence de Carthage, notamment dans l'Occident méditerranéen. Donc, on sait en plus qu'il y a eu une ambassade en 273 avant notre ère, une ambassade romaine d'amitié à Alexandrie. Donc, les rapports sont là et on peut parfaitement supposer qu'on parle de Rome et qu'on parle des antiquités romaines à la cour des Ptolémées. Mais étant arrivé là, le Cassandre ouvre son discours prophétique sur un final à la manière d'Hérodote. La guerre de Troie va être située maintenant dans la grande affaire des guerres de l'Asie et de l'Europe. Et alors on a l'impression au commencement qu'on lit le début d'Hérodote. Hein. C'est exactement les mêmes épisodes. Puis bien entendu, puisqu'on peut aller jusqu'à l'époque présente où le poète s'exprime, on voit défiler aussi les guerres médiques, d'abord la colonisation éolienne, ionienne, les guerres médiques. Donc tout ça, ce sont des éléments de lutte entre l'Europe et l'Asie. Jusqu'au moment où, vers la fin de la prophétie, Cassandre annonce la venue de l'homme providentiel. L'homme providentiel, c'est, pour tout le monde, dans l'Antiquité, Alexandre le Grand, qui ramène la paix entre l'Asie et l'Europe.
Je n'entre pas dans le détail de ce passage qui a été très très discuté et qui est très compliqué. Mais c'est juste un peu avant ce passage où on va voir Alexandre apparaître en pacificateur, qu'il nous est dit donc beaucoup de batailles et de meurtres entre les batailles phonoi metachmioi vont donc résoudre les luttes des guerriers les uns sur terre, roimen engaiai, s'affrontant avec des pouvoirs redoutables, et les autres sur les dos de la terre où tournoient les bœufs, jusqu'au moment où arrive Alexandre. Autrement dit, les guerres auront lieu les unes sur terre et les autres sur terre. Quelque chose ne joue pas. On ne peut absolument pas garder ce texte-là. Et alors, diverses possibilités ont été offertes, mais c'est un endroit où l'éditeur est obligé de corriger. On ne peut pas laisser le texte comme ça. D'autant plus que l'opposition sur terre et sur mer vient régulièrement chez Lycophron. Alors, il faut bien entendu qu'il y ait une alternance sur terre et sur mer. La plupart des éditeurs, je vous ai mis le texte de Machalino, mais si vous regardez la paracritique, vous avez aussi la solution de Scheer, ont vu la mer dans la première partie. Alors, au lieu de Engaiai, ils mettent Aigaiais, Pallas Deinais Sinarchais, donc de redoutables pouvoirs de léger, donc de la mer. Et puis ensuite, les autres sont sur terre. Ennausin, c'est la possibilité de Scheer extrêmement ingénieuse, parce que si vous écrivez en oncial, donc ce que nous appelons aujourd'hui, ce que nous appelons nous des majuscules, vous écrivez Engaiai, ça peut être confondu avec Ennausin. Donc quelqu'un peut avoir lu superficiellement Ennausin et avoir écrit Engaiai. C'est pas impossible. J'ai pour ma part tenté de faire l'hypothèse contraire, de dire c'est pas au début qu'il faut chercher à corriger, c'est dans la deuxième partie. Et pourquoi? C'est parce que ces do métaphrénoi font penser quand même au eurea nota thalasses des poèmes homériques, les larges dos de la mer. Est-ce que dans ces métaphrénoi ici, poustrophois, ça ne pourrait pas être les dos de la mer, et que ce serait la mer qui serait là? Bien entendu, vous me direz en quoi est-ce que la mer nourrit les bœufs. Alors il y a deux possibilités. Il y a d'une part le bœuf marin, connu d'Aristote, l'histoire des animaux. Donc il y a un poisson qui s'appelle Bous, et ce serait typiquement un jeu lycophronien de vous faire croire qu'il s'agit des bœufs sur terre alors qu'il s'agit des bœufs de la mer. D'un autre côté, ça pourrait aller si c'est bou trophois. Mais bou strophois, en quoi est-ce que... Alors, tourner, alors vous voyez qu'il y a quand même des manuscrits dans lesquels on a bou trophois, donc la mer qui nourrit les bœufs marins. Donc ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, bou strophois, il y a une technique de pêche qui est connue par Lion de Platon, et qui consiste à faire tournoyer une corne de bœuf dans l'eau. C'est en fait l'équivalent de la pêche à la cuillère, et le poisson est attiré par le scintillement. Donc boustrophois pourrait faire allusion à cette technique de la pêche. Donc il faudrait simplement faire alors la violence au texte de changer rthonos en halos, ce qui suppose qu'un jour quelqu'un a cru qu'il fallait changer halos en rthonos, et que nous, on dirait il faut rétablir halos. Là, on y croit ou on n'y croit pas, c'est une hypothèse, mais il est évident que quand un éditeur se permet ce genre de choses, c'est d'abord pour rétablir une cohérence du texte, mais il faut le dire dans la paracritique, il faut dire attention, ça c'est une correction, et vous n'êtes pas obligé d'y croire. Vous pouvez prendre la correction de Scheer, vous pouvez prendre la correction de Machalino, qui remonte du reste à Wilamowitz. Dernière possibilité, la plus prétentieuse, c'est celle qui consiste, comme je vous le disais, à identifier une lacune. Et quand vous identifiez une lacune, vous êtes quand même censé dire un petit peu de quoi ça avait l'air, ce qui était dans la lacune. Alors pour faire court, on est dans le passage du retour de Ménélas. Le retour de Ménélas, on en a quelques idées avec le 4e chant de l'Odyssée, où il raconte longuement son histoire.
Mais là, donc, on a un recueil plus complet des aventures de Ménélas. Et à un moment donné, on fait allusion à Persée et Andromède. Il est question de Persée qui coupe avec sa serpe la tête de Méduse, donc Thès Deiropaidos Marmaropidos Galès, ça c'est Méduse, donc la belette qui met au monde par le cou, puisque je rappelle que le cheval est né du cou de la Méduse au moment où on lui coupe la tête, Marmaropidos, c'est qui transforme en pierre, qui a le regard de marbre. Ensuite de quoi, si vous voyez pas de lacune, vous avez ho zooplaston andras, celui qui fait des statues d'hommes vivants. Là, c'est évidemment Persée lui-même qui va transformer en pierre, pétrifier les gens à Séryphos. Grammaticalement, ça ne marche pas, parce que ho zooplaston, ça ne peut pas commencer une phrase. D'où la correction de certains, hos zooplaston, celui-là, il a, etc. Mais si on fait ça, il manque quand même toute allusion au retour de Persée à Séryphos. D'où l'idée qu'on peut faire l'hypothèse d'une lacune dans laquelle il est question du retour de Persée à Séryphos, avant de dire ce qu'il y fait. Et alors c'est là que, bien entendu, il faut montrer ce qu'on pourrait voir là-dedans. Alors, j'ai fait un vers qui veut dire « Il apportera le malheur une nouvelle fois à cette île, Morondeneso Iauthis Prosbalei Kakon. » Bon, c'est peut-être pas le meilleur vers de Lycophron, puisque ça n'est justement pas de lui, mais ça vous dit à peu près ce qu'il devrait y avoir là. Hein, il apportera... Alors, bien entendu, ça, on ne le met pas dans l'édition. On le met dans les notes ou dans la paracritique, et dans l'édition, on signale qu'il y a peut-être là une lacune. Et bien entendu, on ne va pas changer la numération des vers pour ça, parce que vous compromettriez des siècles de travail sur Lycophron en changeant la numérotation des vers. Donc on crée un vers 843A qui vient juste après le 843, et le 844 porte son numéro habituel, et toutes les références continuent donc d'être exactes. Alors maintenant, vous voyez, j'ai survolé à grands traits le travail de l'éditeur. Vous avez vu que ça implique un certain nombre de savoirs techniques, comme le déchiffrement des papyrus, la situation dans la tradition manuscrite, puis aussi la compréhension du texte, puisqu'au fond, d'une certaine manière, on a la présomption de se mettre à la place de l'auteur, pour voir ce qu'il avait dans la tête quand il a dit ce qu'il a dit. Alors voyons maintenant, par ailleurs, ou peut-être pour nous, l'intérêt de lire ce texte. Alors, Wilamowitz, auquel j'ai déjà fait allusion, dit à ce sujet plusieurs choses, mais je vous en donne seulement deux. Il dit d'une part que ce texte va rester une source d'information extrêmement importante. Il écrit ça en 1924 dans Hellenistische Dichtung in der Zeit des Kallimachos, et il continue d'avoir raison, puisque on a vu d'abord la floraison d'études autour de Lycophron, notamment en France, mais aussi en Italie, également en Allemagne, où il y a eu la grande thèse de Gerson Schade sur l'Odyssée chez Lycophron. C'est vrai, ça continue d'être vrai, puisqu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas encore résolues, et on va pouvoir continuer à tirer des informations de ce texte. La deuxième chose qu'il dit, c'est il dit, vous savez, il y a des gens même... alors, il est souvent un peu méprisant, Wilamowitz. Des gens qui ont beaucoup lu, viel belesen, des gens qui ont beaucoup lu et à qui on peut dire « Ah, là, vous oubliez Lycophron ». Ou bien, on peut dire « Là, vous n'avez pas correctement compris Lycophron ». Donc, en quelque sorte, il y a deux espèces d'hellénistes. Il y a ceux qui se débrouillent avec Lycophron, qui savent que ça existe, et puis il y a ceux qui ne savent pas s'en servir ou qui même ignorent que ça existe. Alors ça, c'est Wilamowitz que je pose là avec son mépris prussien pour un certain nombre d'autres. Mais ce qu'il dit est quand même intéressant. Nous avons des choses à tirer de Lycophron. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette question de la crise d'identité des communautés qui coexistent à Alexandrie. Mais regardons un petit peu ce que, du point de vue de la mythologie, et ça implique les commentaires anciens, c'est donc à la page 4 de votre exemplier, ce que cela veut dire pratiquement. Je prends le début du texte, et ici,
il faut se remettre dans l'esprit d'un auditeur alexandrin qui entend ce texte pour la première fois. Quelqu'un prend la parole. On comprend que ce quelqu'un est un serviteur puisqu'il s'adresse à son interlocuteur en lui disant « despota ». On s'attend pendant 1474 vers à ce que le roi réponde. Il ne dira mot. C'est dans le silence qui suit la fin du texte que commence le travail de d'élucidation des énigmes. Et on s'aperçoit que le roi, c'est vous et moi. Hein, c'est nous qui devons trouver la solution des énigmes qui ont été exposées tout au long du texte. On ne sait donc pas qui parle. Il y a une jeune fille qui a parlé, aucun nom. Et à un moment donné, il se met à raconter. Et il dit, voilà, c'était ce matin, hein, Eosmen, l'aurore était en train de se lever sur le Phégion. Je ne vais pas vous improviser une traduction puisque j'en ai une sous les yeux. Voilà. Aurore, au-dessus du Phégion escarpé, volait, portée sur les ailes rapides de Pégase. Elle avait laissé Titon dans sa couche, près de Cernée. Vous êtes frères, toi et lui, de mères différentes. Hein? Tonson amphimetrion Cassin. Vous remarquez ce mot ancien de Cassis hein, pour le frère, c'est un mot chypriote apparemment. Tonson amphimetrion Cassin. Tout à coup, avec cette énigme-là, si vous la résolvez correctement, le texte s'éclaire. Puisque, qui est ce frère d'une même mère de Titon? Eh bien, c'est Priam. Pourquoi? Laomédon a eu de Royo Titon et il a eu de Léoquipé, il a eu Priam, appelé d'abord Podarchès, puis ensuite Priam. Autrement dit, le serviteur s'adresse au roi Priam. Autrement dit, la jeune fille dont il est question, c'est Cassandre qui prophétise. Vous voyez qu'en même temps que le soleil se lève sur le paysage de Troie, le soleil se lève sur le texte aussi, puisque tout à coup vous comprenez. Donc il y a un procédé extrêmement ingénieux qui consiste à illuminer à la fois ce que vous voyez et ce que vous comprenez avec cette énigme Tonson amphimetrion Cassin. Le scoliaste ici est très utile puisqu'il nous donne l'explication. Et on a beaucoup dit que sans les scolies de Lycophron, on n'y comprendrait peut-être rien, puisqu'il utilise souvent des versions, comme on va voir, plus rares des mythes ou plus excentriques. Vous voyez, donc, la scolie nous dit simplement ce que je viens de vous résumer. Et puis, il y a deux paraphrases. Donc, le matériel que nous avons pour commenter, c'est d'une part ces scolies, résultats de commentaires antiques, dont on sait que les auteurs sont, l'un s'appelait Théon, l'autre s'appelait Sextion. On a de la peine à les situer, on a de la peine à dire lequel des deux fait quoi. Et puis, nous avons deux paraphrases qu'on trouve toutes les deux ensemble dans le manuscrit de Venise, 476, mais la plus ancienne est dans le 345, donc de Paris, le Coislenianus, où il n'y a que la plus ancienne, qui est du reste plus étendue. Ces deux paraphrases et les scolies sont le matériel sur lequel on peut construire la solution des énigmes et donc le commentaire à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on est donc dans un cas simple, si vous voulez. Il n'y a rien de nouveau du point de vue de la mythologie, mais la mise en œuvre, vous voyez, extrêmement ingénieuse de la part du poète. Deuxième cas, vers 648-655. Ah oui, peut-être juste encore une remarque. Remarquez que le récit commence au lever du soleil. Il y a probablement ici une allusion à la journée tragique, la tragédie qui se déroule, comme dit Aristote, le plus possible en un tour de soleil. Ça va être un monologue tragique, ça commence à l'aube. Hein. Donc on raconte la chose qui commence à l'aube. Vers 648-655, il s'agit de l'Odyssée, puisqu'il y a tous les retours. Il y aura le retour d'Ulysse. Et ce retour d'Ulysse, c'est le centre même de ce monologue de Cassandre. C'est sur ce retour d'Ulysse que Gerson Chadet a fait sa thèse de l'université de Berlin, que vous devez avoir ici à votre bibliothèque. Regardez comment ça commence. Tous d'amphisurtine, kai libusticas, placas, etc., plancthentas. Ceux qui ont erré. Alors, si vous comparez ça au début de l'Odyssée, comme nous la connaissons, Andra moyenne pemusa polutropon, hosmalapolla plancthe.
vous avez deux choses. Vous avez plankthe, plankthentas, rejet, donc allusion directe dans la forme avec le mot et le rejet métrique. Puis vous avez le contraste. L'Odyssée commence par Andra, c'est lui. Là, c'est eux, tous, c'est les compagnons. C'est ceux-là qui sont mis en tête. Mais je vous saute un certain nombre de vers et j'en arrive à ce homosita daitalomenus. Ils ont été mangés crus. Tous Hadès, le grand hôtelier, va les ramasser. Hein. Homosita daitalomenus. Mangés crus. Vous regardez les scolies. Les scolies vous disent ils sont ainsi appelés parce qu'ils ont mangé des poissons et à cause de l'affaire des bœufs du soleil. Si vous regardez les paraphrases, et une fois encore, on ne sait pas si ces paraphrases ne remonteraient peut-être pas sur des paraphrases de l'époque même de Lycophron. On s'est posé la question il y a quelques années, est-ce qu'un poète alexandrin peut écrire lui-même un commentaire de sa propre œuvre, hein? C'est pas impossible. Mais que disent les paraphrases? La grande paraphrase et la petite, donc, disent toutes deux « Homus, hypo, tu kyklopos estiomenus ». Ils ont été mangés par le cyclope, crus. C'est pas vrai. Ils ne sont pas mangés crus par le cyclope. Le cyclope, hoplisatodeipnon, n'est-ce pas? Il les cuit, les compagnons. Il y a un seul endroit où ils sont mangés crus. Et en fait, l'énigme ici, elle porte sur la connaissance qu'a la tribu, hein, le milieu culturel auquel ça s'adresse. Quand les compagnons sont-ils mangés crus? Eh bien, c'est uniquement dans l'épisode de Scylla. C'est le seul moment où ils sont mangés crus. En effet, aussi bien les lestrigons que le cyclope cuisent les compagnons et ils ne sont que là mangés crus. Il y a une erreur du reste dans... oui, c'est ça. La scolie et les deux paraphrases, excusez-moi, sont dans l'erreur sur ce point-là. Alors ça, c'est la mise en œuvre de faits que l'on connaît, mais vous voyez, on attire votre attention sur quelque chose de particulier. Ou alors, on le met en œuvre d'une manière ingénieuse. Il y a par ailleurs, alors, l'usage de nouveautés qui doivent attirer l'attention. Et c'est là qu'on retombe sur Wilamowitz nous disant il y a beaucoup à tirer du point de vue de la connaissance des mythes de Lycophron. Je prends les tout premiers vers que prononce Cassandre, donc au vers 31 du poème. Le serviteur dit voilà ce qu'elle a dit, elle dit, et à partir de là, jusqu'au vers 1460, c'est supposé être ce que dit Cassandre. Ayai talaina felamon kekaumene kai proste men peukesi nous la meforois triesperu leontos. Malheureuse nourrice, et là on comprend, oui, elle parle de la ville de Troie, c'est sa nourrice, elle est troyenne. Kekaomene kai proste, brûlée autrefois déjà. Autrement dit, ce n'est pas quelque chose qui va se passer, c'est quelque chose qui s'est passé. Donc on croyait qu'on allait nous parler de la guerre de Troie qui va venir pour Cassandre, mais non, elle nous parle d'une autre guerre de Troie qui a déjà eu lieu, celle-là. Et elle a eu lieu du fait du lion de Trois soirs. Si vous regardez les scolies et les paraphrases, vous verrez que, bien entendu, il s'agit de la guerre menée par Héraclès contre Troie. Héraclès qui avait sauvé Hésione en y mettant comme condition de recevoir les cavales immortelles que Laomédon avait reçues en compensation de l'enlèvement de Ganymède. Comme vous voyez, une fois de plus, on est pris dans le tissu mythique et on est obligé d'évoquer tous les fils pour comprendre ce qui se passe. Et puis, il a donc tué Hésione, il a tué le monstre, sauvé Hésione, mais il n'a pas été récompensé, d'où guerre et Héraclès ravage Troie. Pourquoi est-il appelé le lion de Trois soirs? Alors là, les scolies sont unanimes avec les paraphrases. C'est la fameuse histoire de Zeus qui réunit 3 nuits en une pour passer plus longtemps auprès d'Alcmène, pendant que Amphitryon est en guerre contre les Téléboéens. Donc, le lion de Trois soirs, c'est une manière de nommer Héraclès. Mais vous le nommez en 2 mots et en disant par là beaucoup de choses. Vous évoquez son rapport avec le lion, vous utilisez le langage oraculaire,
où les animaux représentent souvent des personnes, voire les prophéties de Cassandre chez Échille, hein, dont Lycophron semble bien s'être largement inspiré. Et puis, vous parlez de sa naissance sans avoir besoin de raconter les circonstances de sa naissance. Vous rappelez qu'il est né de Zeus et d'Alcmène simplement en disant « Triesperu ». C'est une de ces allusions que attrapent ceux qui sont de la tribu, à qui s'adressent ces mots de la tribu. Mais ça va plus loin, puisque il nous dit, et ici, plutôt que d'improviser, je vais de nouveau vous lire la traduction des vers suivants, où nous avons une nouveauté. Hon poté, celui qu'en ses mâchoires, le chien de Triton aux dents aiguës fit disparaître, lui, vivant, écuyer tranchant le foie du monstre, bouillonnant de la vapeur d'un chaudron sur un foyer sans flamme, répandit à terre les poils de son crâne, lui, le massacreur de ses enfants, etc. Vous n'aviez pas le texte là. Qu'est-ce qui se passe là? Il s'agit, bien entendu, toujours d'Héraclès. Mais vous voyez Héraclès qui devient chauve, Héraclès qui est dans le ventre de la bête. Eh bien, nous avons là un des travaux d'Héraclès qui n'est pas un des 12 travaux canoniques. C'est Héraclès tuant le monstre envoyé par Poséidon en plongeant dans son ventre et en le tuant de l'intérieur. Et il reste si longtemps là-dedans et il fait tellement chaud que quand il ressort, c'est ce que nous disent les scolies, il en devient chauve, il perd ses cheveux. Vous avez là une version excentrique de la geste d'Héraclès. Et j'aurais pu vous faire une liste comme ça, mais je vous laisse le plaisir de découvrir par vous-même, justement, toutes ces excentricités qu'on peut trouver au chapitre donc, des nouveautés. J'en prends une dernière à laquelle je suis particulièrement attaché, puisque j'avais eu l'occasion d'en parler ici lorsque nous avons eu le colloque sur l'Odyssée, sous la direction de Françoise. Et il s'agit du moment où Ulysse va se trouver en face des sirènes. Si je vous posais la méchante question, combien sont-elles les sirènes de l'Odyssée? Eh bien, sans doute vous rappelleriez-vous le passage au duel Nessos Seirenoïn, elles sont deux. Il y a deux sirènes. Or, vous remarquez que ici, le poète se fait un malin plaisir de mettre en fin de vers le fait que ce sont trois sirènes. Ce n'est pas deux, mais c'est trois. Alors, voilà ce que dit le texte. Il tuera les filles de l'enfant de Thétis, toutes trois, qui de leur chant imitaient leur mélodieuse mère, etc. Donc, et attendez, non, il faut que je vous dise la suite, parce que la suite aussi est importante pour ma démonstration. Suicidaires, du haut de leur guette, leurs sauts dans le flot tyrrhénien plongeront leurs ailes, où l'amer tissage du lin les entraînera. Elles se suicident de dépit de n'avoir pu attirer Ulysse dans leur filet. L'Odyssée ne mentionne pas le suicide des sirènes, et il n'y a que deux sirènes. Là, il y en a trois. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir trois Haïtia, donc de ces récits étiologiques qui rattachent le passé légendaire au présent de l'époque du poète. Et pour pouvoir faire entrer dans son texte l'ensemble du savoir, rappelez-vous le principe de Callimaque, amarturon uden aeido, je ne chante rien qui ne soit attesté, qui n'est son témoin, amarturon uden aeido, eh bien, il introduit les trois avec ensuite, comme vous le verrez, l'histoire de l'instauration du culte de chacune de ces sirènes. Alors, ce qu'on pourrait dire, si on voulait commenter ces commentaires, ce serait pour les exemples que je vous ai mis sous 1, la mise en œuvre des faits connus, qu'il y a des choses que ces commentaires ne nous disent pas. Ils nous tirent d'un mauvais pas quand il s'agit de trouver le nom de la personne, l'épisode mythologique, mais vous l'aurez remarqué, ils ne nous disent rien de l'usage qu'en fait le poète. Or, dans le premier cas, la stratégie du texte consiste à faire se lever le jour en même temps que se fait la lumière sur les personnages qui sont là. Dans le cas de Scylla, donc excusez-moi, le deuxième cas que j'avais mis, c'était celui des compagnons d'Ulysse qui sont mangés.
les commentaires ne nous disent pas pourquoi tout à coup cet épisode est choisi. Parce qu'il y a une confusion possible, parce qu'il s'agit de voir qui ne fera pas la confusion. Dans les deuxièmes cas que j'ai évoqués, alors, il y a une chose qui n'est pas dite à propos d'Héraclès. Héraclès est présenté souvent comme un héros civilisateur. C'est celui qui tue les monstres, comme le fera plus tard Thésée aussi. Il tue les monstres, il civilise les régions. Ici, au contraire, il est entièrement violent. Et tout ce qui va être dit d'Héraclès, puisque c'est dans la perspective de Cassandre qui le voit en ennemi de Troie, eh bien, il y a une sélection dans la geste d'Héraclès de tout ce qui est systématiquement violent. Ceci, les commentaires anciens ne le relèvent absolument pas. C'est ce qu'on pourrait appeler de la stratégie du texte, et ça n'intéresse pas ces commentateurs qui sont là pour vous aider simplement à résoudre les énigmes. Dans le cas des sirènes, c'est le rattachement au présent qui n'est pas mis en valeur. Qui en est trois, c'est une différence. On ne note même pas la différence, vous aurez remarqué, on dit il y en a trois. J'ai du reste fait une petite faute de frappe, j'ai mis une fois un accent grave sur treis au lieu d'un accent circonflexe, vous corrigerez vous-même. Mais il n'y a pas de comparaison avec l'Odyssée, donc la nouveauté de la chose n'apparaît pas aux commentateurs et surtout l'importance du fait que ces trois rattachent ces événements du poème au présent, alors que Lycophron, dans un épisode célèbre, celui des Vierges de Locre, s'ingénie à faire en sorte que le passé troyen ait encore des répercussions visibles pour lui, pour les contemporains, pour ceux qui l'écoutent. Voilà donc, si vous voulez, ce que nous pouvons trouver en lisant grâce aux commentaires anciens qui nous déblaient le terrain, nous pouvons trouver l'ingéniosité du poète qui est là derrière. Et je crois que ça montre qu'on est loin d'avoir épuisé l'intérêt qu'il a pour nous.